Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Mes amis à la JMF m'ont demandé de vous parler ce soir de l'auto-entrepreneuriat. Ils ont appelé ça, les sujets, l'auto-entrepreneuriat. Et il se trouve que de temps en temps, comme tous les jeunes, j'essaye de parler, avec mon entourage, on essaye de développer des idées autour de l'entrepreneuriat, d'entreprendre, de tester des nouveaux concepts pour ne pas créer des sociétés. Et comme je suis souvent avec Amaury, on a travaillé ensemble pendant longtemps, etc. Ça nous arrive de discuter autour de ces sujets. Donc, c'est pour cela que lorsqu'on m'a parlé du sujet, je lui ai gentiment parlé. Il a accepté de venir avec moi pour partager ce que nous on a eu comme expérience entre guillemets très modeste et de les partager avec vous et d'apprendre de vous, prendre de vos remarques, de vos questions. Et si nous on a échoué dans des chemins, vous prévenir à l'avance, comme ça vous ne prenez pas exactement le même chemin qui mène à rien, que nous on a déjà exploré avant. Si on arrive à cet objectif, c'est suffisant pour nous et j'espère que ça va vous être utile. Alors pour cela, nous avons essayé de structurer cet exposé en quelques parties. En 5 parties, enfin 4 parties. Une première partie sur les motivations pour entreprendre, pourquoi entreprendre, pourquoi créer une société. Une deuxième partie sur les étapes pour entreprendre. Une troisième partie sur un focus sur être freelance en France, être freelance, ou bien créer la création d'une entreprise en France. Et une dernière partie sur les outils et bagages nécessaires pour l'entreprise, pour bien réussir son projet d'entreprise, quel que soit le contexte, en France ou pas. Et après, une séance de questions-réponses. Moi, j'avais initialement imaginé qu'on aura un exposé, qu'on aura une séance de discussion interactive entre nous et les publics. Parce que finalement, nous, on n'est pas des conférenciers experts, on apprend. On a tous presque les mêmes profils ici, tous des jeunes, des ingénieurs, certains, des étudiants, d'autres, et d'échanger dans une manière la plus informelle possible entre nous. Bon, là, il y a une caméra, il y a un modérateur, il y a un vrai sérieux. C'est bien, je vous félicite de ce sérieux. Mais initialement, c'était pas vraiment cela que nous on avait prévu. Donc, je vais essayer d'entrer dans les sujets parce que les 15 minutes, ça passe très vite. Il y a déjà 3 minutes qui sont parties. Et je vous pose une question. Alors pourquoi entreprendre? Ça sert à quoi? Pourquoi ne pas rester salarié par exemple? Est-ce que parmi vous il y a des salariés? Je peux poser la question à un salarié. Pourquoi rester salarié? Pourquoi ne pas entreprendre? Est-ce que c'est un choix d'être salarié ou si on avait l'occasion, on aurait pu être rien qu'indépendant par exemple? C'est un choix. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a parmi le public quelqu'un qui a pris les choix de devenir salarié et de rester salarié? Moi j'ai fait le choix, D'accord. En fait, moi je pense qu'en sortant de l'école, que ce soit une école d'ingénieur, commerce ou peu importe, le choix par défaut, c'est d'être salarié. Exactement, ça c'est une très bonne réponse. Sauf pour une minorité qui, dans certaines écoles d'ingénieurs, comme j'étais à l'époque,
durant l'année de fin d'études, nous proposait justement de travailler sur un vrai projet, une nouvelle idée. Et vers la fin de l'année, de présenter cette idée à un groupe financier. Et donc du coup, à la fin de l'année, on pouvait justement partir sur ça. Mais le choix par défaut, c'est de partir. C'est des choix par défaut, tout à fait, effectivement. Donc ça, c'est une des réponses. Il y en a par conviction qui veulent absolument rester salariés. Par contrainte. Par contrainte. Donc la contrainte sociale, etc. de la vie en Mauritanie. Métier, il y a plein de contraintes qui font qu'on ne peut pas se lancer tout seul. Dans l'activité. Très bien. Il y a des domaines qui nécessitent d'être en société. Ok, compris. Quel risque on est prêt à prendre? L'entrepreneuriat, c'est très important. Ça donne le temps surtout. Se munir contre un risque, oui, c'est une réponse. Chercher le confort. En fait, ce qu'il faut savoir quand on est salarié, c'est qu'on est embauché par une société. Cette société nous paye de l'argent, nous paye un certain montant d'argent. Forcément, cette société gagne, ou espère au moins gagner, plus de ce qu'elle nous... moyennant notre travail, moyennant notre esprit, nos capacités, ce qu'on a appris à l'école, moyennant notre savoir-faire, cette société va gagner une marge sur notre travail. Va nous verser un salaire, mais elle va gagner d'un point de vue comptable. Est-ce que sinon on avait un moyen de gagner ce que la société nous donne, et aussi ce que la plus-value que nous on apporte à la société, de nous l'apporter, de s'approprier aussi cette plus-value. Est-ce que c'est plus intéressant ou c'est moins intéressant? Rien que pour votre travail que vous faites en tant que salarié. Ok. Ouais, tu peux remettre les premiers. Alors, c'était des pauses. J'ai posé une question sur la plus-value qu'on génère quand on est embauché dans une société. Est-ce que, je pose la question comme ça, est-ce qu'il y a moyen d'avoir et son salaire et le plus-value que la société récupère sur la personne? Moi, je dis certainement, on peut penser à ça, mais la société ne nous donne pas seulement le salaire. Beaucoup des choses que l'entreprise nous donne, c'est pas seulement le salaire. Il y a de l'expérience, il y a le travail en groupe, il y a le milieu professionnel, il y a des relations, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est le salaire. Si nous, on se focalise seulement sur le salaire, on oublie beaucoup de choses. Certainement, on peut bien avoir une plus-value qui part. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont... C'est une excellente remarque, c'est une excellente remarque. Effectivement, il y a pas, c'est une vision qui ne prend pas en compte tous les angles, mais j'ai bien fait exprès de prendre en compte l'angle financier pour commencer en fait à introduire les motivations. Alors en fait, sans trop tarder, je pense qu'il y a 3 motivations principales pour vouloir entreprendre. Il y a une motivation financière, une motivation financière dans le sens de la richesse, c'est-à-dire, pour moi en fait, j'ai défini la richesse comme étant être en mesure de vivre pleinement pendant un temps donné sans avoir à exercer une activité professionnelle, sans être, par exemple, sans travailler, tout simplement. Et cette période de temps, pendant laquelle on peut rester statique, on ne peut pas travailler, plus elle est longue, plus on est riche. Plus elle est courte, moins on est riche. Si on peut rester juste pendant une semaine sans travailler et vivre tranquillement, c'est qu'on est très pauvre, et ainsi de suite. Enfin, il y a énormément de définitions de la richesse, mais c'est la définition que je retiens. C'est qu'en fait, on veut entreprendre pour devenir riche dans ce sens, pour avoir une autonomie, pour être indépendant financièrement. Ça, c'est une des raisons. Et cette raison-là,
nous, dans notre éducation, on est presque tous, on a tous presque reçu le même logiciel quand on était petit. C'est que l'argent, non, on ne cherche pas l'argent, on ne veut pas être riche. Pourquoi la richesse c'est pas bien, l'argent c'est pas bien. Et malheureusement, cette éducation qu'on a reçue, en fait, nous influence dans des décisions sans trop les savoir. Dans notre logiciel de base, si j'utilise le langage informatique, malheureusement, on a cette programmation. Alors qu'en fait, si vous regardez bien, il y a le hadith qui dit les croyants, je vais essayer de vous lire la traduction du hadith. Les croyants forts est meilleur et plus aimé par Allah que les croyants faibles, et dans les deux il y a un grand bien. Et pour chercher le mu'min al-qawi, il est fort, les croyants forts, il est fort par quoi? Parmi les dimensions par lesquelles il est fort, il y a cette dimension financière, matérielle, parce qu'évidemment sans être riche, sans avoir suffisamment d'argent, sans avoir une autonomie financière, on ne peut pas parler de fort, on ne peut pas parler de force, on est faible. Donc, c'est une première motivation, c'est d'avoir une certaine indépendance financière. Nous, notre tradition, elle est pleine des choses qui nous disent, des conseils, des maximes qui nous freinent dans notre chemin vers la richesse. Et il faut qu'on cherche dans notre tradition, dans notre culture, les dimensions qui nous expliquent en fait que c'est une force qu'il faut qu'on aille chercher. Je passe au deuxième point, qui est presque équivalent au premier, qui est s'éloigner de la pauvreté. Devenir riche, ça sous-entend s'éloigner, on veut s'éloigner de la pauvreté, on veut ne pas être pauvre. Et une troisième motivation qui nous pousse à chercher l'entrepreneuriat, c'est chercher l'aventure, prendre des risques et ne pas rester statique. Et en fait, si vous lisez l'histoire, si vous regardez les modèles des gens qui ont réussi dans leur vie, vous allez trouver en fait qu'il y a toujours cette touche d'aventure, la touche de chercher autrement, de ne pas faire comme monsieur tout le monde, qui a été souvent source d'être différent, de se démarquer, de trouver sa propre façon de faire. Et justement, le fait d'entreprendre, le fait de prendre la décision d'entreprendre, ça va dans ce sens. Donc maintenant, après, en fait, on peut tous avoir des questions sur on peut toujours vouloir pousser cette réflexion de pourquoi vouloir entreprendre. Il y a effectivement d'autres raisons que j'ai pas citées, mais je vous laisse la possibilité de les évoquer parmi vos questions et vos remarques. Et évidemment, vous aurez le temps de compléter aussi, cette première étape qui était un bref rappel des motivations. Je vais essayer de parler en deuxième lieu des étapes pour apprendre, pour entreprendre. Maintenant qu'on est, je suppose, convaincu entre guillemets de vouloir essayer de créer une entreprise, quelles sont les étapes? Alors, lorsqu'on a posé ce deuxième axe, je me suis dit, en fait on peut parler des étapes pour entreprendre de deux manières. Une première manière très générale, quelqu'un qui veut entreprendre, qu'est-ce qu'il fait? Donc ça, vous allez regarder n'importe quel livre ou lire n'importe quelle page web qui parle du sujet, vous allez trouver voilà, les étapes, il faut faire un business plan, un business model, il faut trouver l'idée, etc. C'est pas du tout cela que je vais vous citer aujourd'hui. J'ai parlé des étapes
par lesquelles nous, en tant que Mauritaniens vivant en France, on passe, quelles sont nos étapes pour créer une entreprise. Alors quand on arrive, notre première année en France, quand on arrive, généralement on arrive étudiant. Alors je vous dis, c'est pas du tout les bons moments pour créer son entreprise ici. Tu ne peux pas arriver en tant qu'étudiant et dire tiens, demain je vais à la chambre de commerce, je vais enregistrer une société. Non, c'est pas ça. Alors quelles sont les étapes par lesquelles passent les schémas dans l'entrepreneur mauritanien ici? Ah, tu as créé une entreprise dès le premier jour. Ah oui. Franchement, bravo, Kaber, il fait l'exception. C'est possible. Effectivement, c'est possible. On verra que c'est possible. Alors, ouais, hein, j'ai fini. Ok, donc je vais juste passer cette partie-là et on arrive à la troisième. Donc du coup, quelles sont les étapes? Quand on est étudiant, on peut effectivement faire de l'entrepreneuriat. C'est pas interdit aux étudiants, même les étudiants étrangers ici en France, la porte est ouverte. Il y a un statut qui s'appelle auto-entrepreneur, qui est réglementé par la loi française, qui vous permet d'être entrepreneur et d'être entrepreneur sur les papiers et de travailler en tant qu'étudiant sous forme d'auto-entrepreneur. Il y a même des sociétés avec lesquelles vous allez avoir des jobs étudiants qui vont vous demander de créer des statuts auto-entrepreneurs et vous commencez à exercer votre job étudiant en tant qu'auto-entrepreneur. C'est logique, ça arrive, il n'y a pas de souci. Je pense que Kaber parle de ça. Alors pour moi, c'est pas vraiment ça les étapes d'entreprendre. Pour moi, si on va entreprendre en étant mauritanien, vivant en France, c'est d'abord avoir l'idée. L'idée, ça correspond à la première partie qu'on a vaguement abordée. La deuxième chose, la deuxième étape, c'est de se préparer. Se préparer tout d'abord en termes de papiers. Donc, c'est-à-dire quoi? On arrive étudiant, on a fini nos études. Comme dit notre cher ami, par défaut, on commence à chercher un travail en tant que salarié. Effectivement, c'est la première étape. Donc, mais il faut juste avoir dans la tête que dès qu'on intègre une société, ce qu'on veut, c'est au bout de 3 ans, après son premier boulot, si on a la volonté d'être entrepreneur, c'est le moment. Donc on reste 3 ans, on commence à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès la première année et la deuxième année, on se prépare. Parce que déjà la loi, quand on commence ici à travailler en tant que salarié étranger, la réglementation nous donne un titre de séjour salarié. Le titre de séjour salarié nous permet d'exercer une activité salariale. Et vous allez voir plus tard qu'en fait un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée une société et qui est vis-à-vis de la loi, il a un statut, s'il est étranger, il a un statut profession libérale qui est différent du statut salarié. Et dans 3 ans, a priori, on y arrive. On arrive à avoir les statuts qui permettent d'exercer une profession libérale. Donc la première partie, la première étape, c'est d'avoir la conscience. La deuxième étape, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, je dirais au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, n'importe qui ici, mauritanien, peut créer une société rien que pour faire la même activité qu'il faisait en tant que salarié. Si vous prenez l'exemple de quelqu'un qui travaille en informatique, parce que la plupart, on est quand même des informaticiens, on a aussi, même si tu prends l'exemple d'un comptable, de quelqu'un qui travaille dans une société de comptabilité, d'un avocat qui travaille dans un bureau d'avocat, il y a beaucoup de métiers qui peuvent être exercés, que chaque individu peut exercer pour son compte. Donc là, j'ai travaillé en tant qu'avocat, en tant que comptable ou en tant qu'informaticien pendant 3 ans dans une société. J'ai acquis une expérience. Pendant ces 3 ans, j'ai toujours le réflexe de vouloir entreprendre. Donc au bout de 3 ans, je change de statut. Donc ça, c'est la deuxième étape.
j'ai créé une structure et à partir de cette structure, je commence à exercer exactement le même travail que j'étais en train d'exercer avant en tant que salarié. Ça ne change rien. Tout ce qui change pour l'instant, c'est que je ne suis plus salarié, je n'ai plus de fiches de paye. Maintenant, j'ai des factures que j'ai d'autres manières en fait de travailler. J'ai une vision différente. Je suis en contact avec d'autres organismes avec qui j'ai jamais eu les contacts avant. Je vois les choses autrement. Je commence à voir la société civile dans laquelle je vis sous un autre angle. Après cela, et en fait cette deuxième étape, je peux l'appeler l'étape initiation à l'entrepreneuriat. Après, on a la qui est en fait pour moi la vraie entrepreneuriat alors, dans notre cadre en tant que diaspora. Quand on a exercé une activité en tant qu'un seul individu, donc une activité en tant qu'un seul indépendant, la prochaine étape sera de changer et de créer forcément quelque chose qui est différent juste d'être de l'activité freelance classique, soit d'acheter une société, soit de se regrouper à plusieurs et créer une entreprise dans le domaine qu'on a vécu ensemble, ou de créer un commerce. Un commerce, c'est le meilleur des entrepreneuriats possibles. Si on pouvait le faire avant, même dans une étape antérieure, on aurait pu. Donc pour moi, en résumé, pour ne pas être très long sur cette deuxième étape, c'est qu'en fait, finalement, il faut avoir une démarche très claire avec soi-même et de dire, en tant qu'étudiant aujourd'hui, je suis étudiant, je fais un Master 2 ou un Master 1, je peux, ma première étape de devenir un entrepreneur, c'est que moi-même je m'intègre dans une société et je reste X temps, j'ai parlé de 3 ans. Après, il y a une étape de freelance, la personne découvre elle-même c'est quoi l'entrepreneuriat, il voit les différents organismes, il prend les retours d'expérience de tout le monde. Et après une troisième étape, après 3 ans aussi en freelance ou 2 ans, la personne devient assez préparée pour pouvoir voir l'entrepreneuriat dans le sens large. Et pour moi, ces chemins, il peut mener à quelque chose. Et j'espère que ces deux premières parties étaient au moins utiles pour se poser la question. Merci. Sans trop tarder, je donne la parole à... Alors, on va procéder par cette étape. Enfin, on va donner la...